Petit mot. Vas-y. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère qu'on va commencer une grande aventure avec ce groupe qu'on a créé, avec Gabriel. Je remercie beaucoup Gabriel qui m'a beaucoup aidé. Et j'espère qu'on fera des shurim plus souvent. Là, on va commencer une fois par mois, après on va faire peut-être une fois toutes les 2 semaines, après toutes les semaines. À l'époque, on faisait des shurim toutes les semaines, donc j'espère que ça sera comme ça aussi. Donc on va varier un peu les rabbinim, on va faire des thèmes, on verra avec les rabbinim. Donc si vous pouvez passer le message aux amis, aux copains, d'accord? Donc je laisse la parole au rabbin Philon. Tov. Super. Ben, Erev Tov les Koulam. Alors voilà, il paraît qu'on va parler un petit peu de Hanouka. Mais je voulais faire un cours. Et il y a quelqu'un dans la salle dont on ne dira pas le nom, et on ne la pointera pas du regard, qui m'a dit « J'espère que tu ne vas pas faire ce cours-là parce que je l'ai déjà entendu 2 fois. » Donc j'ai pas envie de le réentendre une 3e fois. Donc on va pas parler de ça. Mais la vérité, j'entends comme ça, ci et là, je me dis, il y a des garçons qui ont été à l'armée, qui vont à l'armée, qui vont peut-être, non, pas, oui. Toi, je sais que tu rentres la semaine prochaine. Toi, t'es en Masoula Toudaï, donc toi, c'est bon, t'es un mec intelligent. En Mechina Kdam Tzveit, donc l'année prochaine. Tu sais, on a des filles qui sont en Bnot Sherut, on a des filles qui ont été à l'armée. Bekitsour. Donc je me suis dit qu'on va commencer sur un autre thème complètement, on est toujours sur Hanouka, mais on va parler de quelque chose de très très simple. D'abord, j'aimerais qu'on pose un postulat de départ. Le postulat de départ, quelle que soit la fête, Hanouka ou une autre, il y a d'un côté la halacha, et puis il y a d'un autre côté les traditions que le peuple juif ont commencé à apprendre et à faire, qui au fil des générations sont devenues beaucoup plus importantes que les halachot. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous très bien, Pessah. Pessah, on a des halachot de comment on doit manger la matzah. En combien de temps? Vous savez qu'il y a un timing pour manger la matzah? Qui c'est qui prend sa montre et qui, Béhémet, regarde Betor Achilat Pras? Béhémet, qui c'est qui regarde? Non. Par contre, est-ce qu'il y a une famille séfarade où on ne va pas faire etmol, on ne va pas faire bibilou? Faites etmol? Bébélo? Genre chez toi, c'est possible qu'on fasse pas bibilou? Mais par contre, c'est possible que tu regardes pas le chrono pour Achilat Pras? C'est-à-dire, il y a des halachot, bon, ok, c'est la halacha, mais il y a le minag. Et ça, il y a Areg va Avor. Eh bien, Hanouka, évidemment, ça va pas dénoter. Il y a un minag qu'on fait tous à Hanouka, que c'est le plus important de l'univers de Hanouka, alors que des halachot de Hanouka, on n'est pas forcément dedans. Je parle évidemment de quoi? Du fait d'allumer les bougies. Le fait d'allumer des bougies à Hanouka, c'est un minag. Et peut-être qu'on y reviendra à la fin, mais pas sûr. Par contre, les halachot de Hanouka, est-ce que c'est possible que peut-être il y ait quelqu'un qui oublie de faire Alanissim dans une des Hamidot ou dans un des Birkat Amazon? Ah, pourtant, c'est la halacha. Mais tu n'oublieras pas d'allumer les bougies. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans le minag qui est fondamental. Il y a un autre truc qui est une évidence, c'est qu'on a choisi de raconter une histoire et pas une autre. Quand je dis ça, à Hanouka, et ça, vous demanderez si vous avez des cousins, des cousines, des enfants, des frères, des nièces, ce que tu veux, qui sont en bas âge, vous pouvez leur demander comment la Ganénette leur a raconté Hanouka, ou rappelez-vous comment vous, on vous a raconté Hanouka, ou rappelez-vous comment on vous raconte encore aujourd'hui Hanouka dans vos synagogues. Le point essentiel de Hanouka, le truc énorme, c'est le fameux miracle de la petite fiole de huile. Vous connaissez l'histoire de la petite fiole d'huile? Elle est bien, hein, elle est sympa. Maintenant, on est tous d'accord que cette histoire-là, c'est peut-être le point le moins important de Hanouka. C'est peut-être la chose la plus non essentielle de Hanouka, la petite fiole d'huile. D'abord, il faut savoir qu'elle est mentionnée pratiquement nulle part. L'histoire que la Galénette nous raconte depuis toujours, vous connaissez l'histoire, hein? Ils sont arrivés à Beth Amikdash, ils n'ont pas trouvé les fioles, ils en ont trouvé une. Et il y a eu un miracle, elle a brûlé pendant 8 jours. Waouh! Génial! Mais waouh! Maintenant 2 secondes. Est-ce que Yehuda Maccabi savait qu'il y aurait un miracle demain? Non. Donc il a prévu de faire quoi demain? Non, on n'est pas encore sur la guerre. Là, je te parle en termes d'allumage. Là, il a trouvé... De pas allumer? De lui diler de l'huile. Il y avait plein d'huile au Beth Amikdash.
Les Grecs, ils n'ont pas détruit les huiles, ils les ont rendues impures. Ça veut dire quoi, ils les ont rendues impures? Concrètement, ils ont fait quoi? Ils ont ouvert le couvercle. C'est ça, rendre impur. Ils les ont ouvertes. C'est pour ça qu'on te dit, non, ils en ont trouvé une qui était scellée. Les autres, elles étaient ouvertes. Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux avec de l'huile pure, mais si tu n'en as pas, eh ben, il faut quand même allumer la menorah. Donc, Touma Outra Betsibour, quand tout est impur alors que c'est Keilou, tout est pur, Yallah. En attendant, Yehuda, il envoie un émissaire jusqu'à la ville de Tkoa pour amener des nouvelles huiles. Mais en attendant, il allumera. On n'a même pas besoin du miracle de la petite fiole d'huile. Il est insignifiant, ce miracle. Il y a peut-être 10 personnes qui l'ont vu en tout. En vrai, qui l'a vu, ce miracle? Personne. À quoi il sert? Les amis, le miracle de la petite fiole d'huile, il sert, je vous ai dit, il est marqué nulle part, d'abord. Enfin, il est marqué nulle part, c'est pas vrai. Il est marqué dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 21, les fameuses 2 lignes sur Hanouka. La Gemara, elle nous raconte 2 lignes sur Hanouka. Waouh! Ça, c'est dans la Gemara, dans le Talmud Bavli. Dans le Talmud Yerushalmi, on ne nous parle pas de la petite fiole d'huile. Dans la Mishnah, on ne nous parle pas de la petite fiole d'huile. Dans le livre des Maccabim qui ont été écrits par ceux qui ont vu la petite fiole d'huile, ils ne nous parlent pas de la petite fiole d'huile. Dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, le premier livre de Halacha qui a été écrit après le Talmud, on nous parle de Hanouka, on ne nous parle pas de la petite fiole d'huile. Alors, Makara, à quoi il sert ce miracle? Eh bien, les amis, je vous le donne en 1000. Le Maharal de Prague, il y a à peu près 450 ans, écrit un livre sur Hanouka qui s'appelle Ner Mitzvah. Et dans ce livre, à la page 22, eh bien, il dit à quoi ça sert le miracle de la petite fiole d'huile? À cause des gens qui avaient peu de Emouna. Il y a des gens dans le peuple juif qui, à l'époque, avaient peu de Emouna. Et ils n'arrivaient pas à voir dans la victoire des Hashmonaïm la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors pour ces gens-là qui avaient peu de Emouna, on leur a donné un petit peu un miracle comme ça, surnaturel. Yallah, un petit miracle bien juif, la petite fiole d'huile. Mais nous, on va dire qu'on n'est pas des gens de peu de Emouna. Nous, on va dire qu'on est des gens pleins de Emouna. Et on va replonger dans l'histoire de Hanouka pour se renforcer en Emouna. D'accord? Donc je voudrais vous emmener avec moi dans une grande machine à remonter le temps pour arriver à l'époque de Hanouka. Parce que s'il y a bien une fête que personne ne connaît, c'est la fête de Hanouka. Je soutiens que personne ne connaît la fête de Hanouka. Vous allez me dire, moi si, je la connais. J'ai étudié à la Yeshiva. Non, tu ne connais pas l'histoire de Hanouka. D'abord, l'histoire de Hanouka, la révolte contre les Grecs, la guerre contre la Grèce, combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a duré? On s'est battu combien de temps contre les Grecs? Au nez, comme ça. À la louche. 3 ans. Et là 300 ans. Ah, une guerre, c'est déjà de la bonne guerre, ça, c'est de la guerre de compète. 9 ans. Non, la révolte, c'est par rapport à Hana, non? Pas Hana. Ah, c'est Hana la révolte? Ça a commencé de Hana. Ça a commencé de Hana et ça a fini quand? Le lendemain. Donc 2 jours, quoi. Ouais. C'est ça. Les amis, la guerre de Hanouka, elle dure... Une demi-journée. Une demi-journée. Elle dure plus de 25 ans. Maintenant, dans l'histoire de la guerre de Hanouka, Yehuda Maccabi meurt. Toi, tu penses qu'ils sont arrivés, ils ont été au Beth Amikdash, ils ont fait l'allumage et tout, la petite d'huile, et c'est la fin du film. C'est pas du tout la fin du film. 2 semaines après l'allumage et la petite fiole d'huile, le Sanhedrin, il dégage Yehuda Maccabi de Jérusalem, ils ouvrent les portes de la ville aux Grecs et les Grecs reviennent. Oui, les Grecs reviennent. Et au bout de 3 mois, les combats recommencent parce que les Grecs recommencent à nous mettre la pression, à nous interdire de faire la Torah. Et on rappelle Yehuda. De quoi on parle? On ne la connaît même pas, cette histoire. Alors venez, on va essayer de voir quelle est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et de là, on va apprendre la Emouna, une Emouna de folie. Il y a un homme, vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Binyamin Beni Amidror. Beni Amidror. C'est qui ce bonhomme? Ceux qui vont un jour peut-être rentrer en formation d'officier à l'armée, ils entendront parler de Beni Amidror, peut-être même s'il a encore en vie à ce moment-là, il a 85 ans là maintenant, mais s'il a encore en vie à ce moment-là, il viendra peut-être même vous faire un cours. Beni Amidror, c'est l'inventeur de tout ce qui est Torah Talechima Betzal. C'est lui qui a inventé les stratégies militaires de Tzahal. Alors il y en a eu d'autres après lui, mais c'était lui le taulier à la base. C'est lui qui a écrit les premiers bouquins de comment on va faire la guerre à l'armée. Et il dit une phrase incroyable. Il dit Betzva ha'agana le Israël lo somchim ala nes aval bevadai mitrashvim bo. Ce qui veut dire, dans l'armée d'Israël, on ne compte pas sur les miracles, mais
on les calcule quand même. Pourquoi? Parce que Beni Amidror, à chaque fois qu'il voulait parler et expliquer à ses futurs officiers un combat, il avait tout le temps la même chita, le même schéma. C'était quoi? C'était de dire, ok, il y a deux armées, qu'est-ce qu'ils ont eux et qu'est-ce qu'ils ont eux? Voilà, on pose les bases. Et après, on voit comment est-ce que c'est possible de gagner ou pas de gagner. Mais les amis, si on fait ce travail-là à Hanouka, ou si on fait ce travail-là pour les guerres d'Israël actuelles, tu peux pas ne pas être plein de Emouna. Alors venez, je vous emmène avec moi dans qu'est-ce qu'ils avaient eux et qu'est-ce qu'ils avaient eux. Qu'est-ce qu'on avait nous et qu'est-ce qu'ils avaient eux. Je te parle du premier combat. Ça y est, on est sorti en guerre contre les Grecs. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on est sorti en guerre? Toi tu dis c'est Hana. Alors non, c'est pas Hana. Hana, c'est pas elle. Tu parles de Hana et de ses 7 enfants? C'est de ça que tu parles? Ah, tu parles pas de Hana et de ses 7 enfants. Tu parles de la fameuse femme qui allait se marier et qui allait dû... Voilà. Non, parce que cette femme, on n'a pas son nom, en vrai. C'est-à-dire dans le Midrash, dans la Psikta de Hanouka, qu'on nous raconte l'histoire, elle n'a pas de nom. On dit que c'est la fille du Kohen Gadol. Mais on ne sait pas comment il s'appelle. Mais il y a d'autres versions. Il y en a une qui l'appelle Hana, il y en a qui veulent l'appeler Yehudit, il y en a qui veulent l'appeler Yael. Dans la Gemara, c'est absolument pas Yehudit, pour la simple raison que dans la Gemara, on ne nous raconte pas cette histoire-là. Mais dans la Psikta de Hanouka, on nous raconte, mais on ne donne pas son nom. Et dans le Mishnah Brura, il rapporte que c'est Yehudit. Sauf que c'est pas Yehudit. Il y a une autre histoire qui mêle une dame qui s'appelle Yehudit, qui a tranché la tête d'un ennemi qui s'appelait Holophernes. Seulement, Yehudit et Holophernes, ça ne vient pas du tout de Hanouka, ça s'est passé 250 ans avant Hanouka, puisque Holophernes, même si son nom nous fait penser à un grec, à l'origine s'appelait Holaparna, c'est un perse. Donc c'était à l'époque des Perses, c'est pas à l'époque des Grecs. Et tout ça, on retrouve cette histoire-là, on le retrouve dans le livre Sefer Yehudit. Donc c'est pas dans la Gemara. Mais on a fait des copier-coller. Il y a même marqué dans la Mishnah Brura qu'on a l'habitude de manger des produits laitiers à Hanouka. Pourquoi? Parce que pour... pourquoi? Non, oui, mais pour rappeler quoi? Elle a fait boire du lait pour endormir l'ennemi. Sauf que c'est pas du tout non plus Yehudit, cette histoire-là. C'est Yael et Sisra qui se passe dans la Torah, dans le Tanar, dans Sefer Shoftim. Non, je vois c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire, mais Kitson, t'as compris qu'il y avait un espèce de mélange énorme. Tout va bien, la brioute. Tu as dit il y a une histoire d'une dame qui en fait, c'est pas clair non plus là-bas. Est-ce que c'est la fille du Kohen Gadol qui se marie avec un des fils de Yehuda de Matityahu, ou est-ce que c'est la fille de Matityahu qui se marie avec le fils du Kohen Gadol? L'Or Hachouv, c'est une dame importante, c'est son mariage. Comme vous le savez, à l'époque, il y avait le droit de cuissage. Vous savez ce que c'est le droit de cuissage? C'est que lorsque une femme se marie, la première nuit de ses noces, elle ne le passe pas avec son mari, mais elle le passe avec le gouverneur grec. Le gouverneur grec. Pendant 3 ans, regarde, c'est un truc qui va être très très en vogue pendant le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, tous les seigneurs de chaque terre, ils vont bénir l'union des pauvres paysans sur leur terre en disant à la jeune fille qui se marie que ça va certainement l'aider dans sa vie, que la première nuit, elle le passe avec lui. Ou pas. Quoi qu'il en soit, ce droit de cuissage, pendant 3 ans, bah, c'est ce qui se passe. En mala asot, et personne ne dit rien. C'est un mauvais moment à passer. Jusqu'à ce que cette femme, elle dise non. Elle refuse. Et elle décide, pendant son mariage, alors que tout le monde est en mode pump it up, elle se déshabille et elle vient du côté des hommes. Oh! Non, t'imagines, c'était un mariage religieux, attention. Hein. Attention, c'était un mariage, tout était glat, namehadrin, minamehadrin, aïda charedit, arav marpoud. Il y avait une mechitza en béton armé avec du verre pilé au-dessus. Attention, il y avait 2 orchestres. Tout était bien comme il faut. Et t'imagines, elle est venue comme ça, sans sa robe, devant tout le monde. Et tout le monde a voulu la tuer. Ils ont dit, mais ça va pas, tu nous fais honte. Et juste avant que ses frères ne prennent leurs épées et la tuent, elle dit peut-être une dernière volonté, un dernier mot. Ils disent quoi? Et elle dit, mais vous n'avez pas honte, vous, de voir ce qui se passe avec toutes les jeunes filles d'Israël et vous faites rien? Et ils ont dit, c'est pas idiot. Et donc les mecs, au lieu de tuer leur sœur, ils ont été tuer le grec. Et c'est comme ça que la révolte a commencé. D'accord, la révolte a commencé. Au début, c'est vite fait. Au début, Antiochus numéro 4, il dit, bon, ça va être vite réglé. Sauf qu'au bout de 3 semaines, on n'arrête pas de tuer des Grecs. Et donc là-bas, à Antioche, en Syrie, Antiochus, il dit, il va falloir commencer à faire quelque chose. Et là, ça suffit. Il envoie son premier général. Et là,
le premier combat, le premier général grec arrive à la tête de 2000 hommes. Yehuda Maccabi a rassemblé une armée incroyable, 300 hommes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on a? Ils ont 2000, on a 300. Non, ça ne suffit pas. On n'est pas que des matheux ici. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on a? Nous, on a 300 mecs qui ont une épée, pas au top, un arc, pour la plupart d'entre eux, pas au top non plus, ce qu'on appelle un arc simple, et puis c'est tout. Qu'est-ce que eux, ils ont? Alors, comment ça marche un soldat grec? D'abord, un soldat grec, c'est un soldat de métier, il est super entraîné. En-delà de ça, il a toute une panoplie. C'est quoi cette panoplie? Il faut savoir que les Grecs, ils marchent grâce à la phalange grecque. Allez, on va faire un peu d'armée et de militaire. C'est quoi la phalanx grecque? La phalange grecque, c'est les soldats, ils sont par carré de 16 sur 16. Donc 256 bonhommes qui marchent ensemble. Donc déjà, ça calme. En plus de ça, ils ont ce qu'on appelle une saris. C'est un pieu, une lance énorme de 7 mètres de haut. Ils ont un bouclier qui ne tiennent pas, qui est attaché à leurs bras. Parce qu'ils ont besoin des deux mains pour tenir leur saris énorme de 7 mètres. Donc tu as le bouclier énorme avec ta lance énorme. Il y a parmi eux des archers. Seulement, ils n'ont pas un vieux arc comme nous on a à la foire. Ils ont un arc, ce qu'on appelle Keshet Amurchevet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des termes militaires, mais comment on dit armer une arme en hébreu? Comment on dit armer? On dit l'hydror est un échec. L'hydror. Mais attendez, l'hydror, ça fait penser à quel mot? Marcher, derrière, l'hydror. Ma'akesher. Ben, ça vient de là. Parce qu'à l'époque, l'arc, nous on connaît l'arc à la télé, tu vois, Robin des Bois. Donc l'arc, il y a une corde, machin, c'est normal. Seulement à l'époque, tu ne peux pas laisser la corde tout le temps accrochée, sinon ça va détendre le tendon de cheval qui sert de corde. Donc il est accroché en haut, mais il pend. Et dès que tu veux armer ton arme, tu es obligé d'appuyer avec ton pied, parce que sinon tu n'as pas assez de force avec les bras, pour plier un petit peu l'arc, pour pouvoir accrocher la corde en bas, et là tu tires. Maintenant, cet arc-là a une portée de 150 mètres, alors que nos arcs à nous de Yehuda Maccabi, c'est 50 mètres maximum. Donc les mecs, ils sont 256 carrés qui avancent, ils avancent comme ça, ils ont des armes de partout, et ils font aussi un peu peur. Oui, parce qu'il y a un ordre qui est donné, avant chaque combat, les Grecs, ils mettent de l'huile sur leur saris de folie, et juste avant de commencer à faire marche vers l'ennemi, ils font ce qu'on appelle Tzirtsuach Acharavot. C'est quoi Tzirtsuach Acharavot? Ils se cognent les saris les unes contre les autres. Pourquoi? Ben, imaginez-vous. Déjà le bruit de malade qui fait peur à l'ennemi, et en plus avec plein d'huile, ça fait des jets de lumière de partout. Genre ça calme un petit peu. N'oublions pas que les Grecs, ils ont aussi un autre truc avec eux. Ils ont une arme que Yehuda, il n'a jamais vue. Il faut se mettre à la place de Yehuda à Maccabi. Le jour où il va voir ça, pendant le 4e combat, la première fois qu'il va voir ça, je peux vous dire... Enfin, j'étais pas là. Mais je suis sûr que... Oh! Parce que les Grecs, ils viennent avec des éléphants. Maintenant, toi, tu es Yehuda à Maccabi. Tu habites en Eretz Israël. Le machin le plus gros que tu as vu, c'est peut-être un gros taureau. Limite un nounours. Les mecs, ils n'ont jamais vu d'éléphant de leur vie. C'est vrai, il y a des éléphants. Maintenant, attention, hein, parce que les Grecs, ils ont compris, il y a deux sortes d'éléphants. Il y a l'éléphant asiatique et l'éléphant africain. Seulement, l'éléphant asiatique, c'est un éléphant de Tel Aviv. Ça, faut pas trop le presser, il est pépère. L'éléphant africain, il est chaud. Donc, ils prennent l'éléphant africain, plus grand, plus grandes oreilles, la folie, Dumbo. Maintenant, imagine-toi, toi, t'es un petit juif, t'es là avec tes 300 mecs, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu veux gagner? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on a? À Mama, le premier combat commence. À Maale Levona. Maale Bet Levona, dans le Shomron. Et là, qu'est-ce qui se passe? 300 contre 2000. Comment Yehuda il va gagner? Ben, c'est très simple. C'est quoi le point faible des Grecs? Ben, avec toute leur armure et leur machin, c'est génial, sauf qu'ils ne peuvent pas tourner. Ça leur prend 3 heures à tourner. Donc Yehuda, avec ses 300 mecs, il en met 70 d'un côté de la route, il en met 130 de l'autre côté de la route,
et il met les 100 derniers qui restent devant. Lorsque les soldats grecs arrivent, tu as les 70 du côté qui les attaquent. Les mecs, ils savent pas, les autres sont cachés. Donc les mecs, ils savent pas, le commandant de ces 256 mecs, il dit ordre de se tourner. Ça met 3 ans à se tourner. Une fois qu'ils se sont tournés, les autres, ils arrivent de l'autre côté. Et ceux de derrière, ils arrivent. Et les Grecs, ils ont jamais vu ça. Et le premier combat est gagné. Et on comprend pas comment c'est possible. 300 mecs ont battu 2000 mecs. Très bien, pas de problème. 2 semaines plus tard, cette fois, les Grecs, ils ont compris. Ils amènent un deuxième général, meilleur. Et cette fois, il amène pas 2000. Il amène 10 000 hommes. 10 000 hommes. Sauf que nous, on n'est plus 300. Nous, on a gagné, donc il y a plus de mecs qui veulent venir avec nous. On a 900 bonhommes. Génial. 800, 900 contre 10 000. Qui va gagner? Ben, c'est nous. Comment? On va aller se battre à Beth-Horon. Est-ce que quelqu'un a le permis? Le permis. Dans le code de la route, je ne sais pas si vous avez passé le code en France ou pas, dans le code de la route, question code, attention, question permis. Tu as une route en pente, 2 voitures, une qui arrive, qui descend, une qui monte. Qui a la priorité? Celle qui monte. Minaïn. D'où c'est marqué? Parce que c'est de peur qu'il cale. Ah, toi tu dis c'est le plus logique. Non, c'est pas de peur qu'il. Oui, c'est logique, de peur que l'autre qui cale, l'autre il peut s'arrêter facilement, machin. Aval Zekatouf ba Mishnah. Zekatouf ba Mishnah, dans le traité de Baba Batra, s'il y a 2 agalotes, 2 charrettes, qui montent et une qui descend Bemaale Bet-Horon, parce que tout le monde savait à l'époque que cette route-là de Bet-Horon, c'est une route comme ça, où il n'y a pas de place pour 2. Bah, Yehuda Maccabi, il amène les 10 000 mecs grecs là-bas. Parce qu'il sait que quand ils vont devoir monter le chemin, ils ne peuvent plus être en mode 256 mecs qui avancent ensemble. Ils perdent tous leurs repères, ils n'ont pas de repères. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Ben, vu qu'ils ont perdu tous les repères, il leur fonce dessus avec ses 800 hommes et ils vont leur tuer 100 soldats. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va, ils ont perdu 100 soldats, ils sont 10 000. Sauf que, comme ils ont perdu 100 soldats et qu'ils sont complètement désorganisés, eh ben, le général, il sonne la retraite et on gagne. Bon, là, Antiochus, il commence à en avoir marre. Il dit, ça suffit. J'envoie un général, un vrai. Et il amène Gorgias. Ah, le général Gorgias, il rigole pas. Et lui, il arrive avec 55 000 hommes. Ah, c'est déjà une autre limonade. Sauf que Yehuda, il a plus 800 hommes, il en a 3000. On comprend que les rapports de force sont toujours pas de notre côté, que les choses soient bien claires. Quand vous direz dans la tfila de Hanouka de Alanissim, Me'atim mul rabim, qu'on était peu contre beaucoup, rappelez-vous les forces en présence. 55 000 hommes contre 3 000 mecs, c'est le cas de Yehuda à Maccabi. Le combat va avoir lieu à Latroun. Vous connaissez Latroun? Juste là, juste à côté. Latroun. Alors, sur la route entre Jérusalem et Tel Aviv, Latroun. Okay. Bekitsour, le combat va avoir lieu là-bas. Comment il va se passer? Les Grecs, ils sont comme des oufs. Gorgias, il va détacher 5000 hommes pour aller attaquer le camp de Yehuda pendant la nuit. Sauf que Yehuda, il les a vus, il a des guetteurs, il a des mecs qui regardent, des éclaireurs. Et donc, il donne un ordre. On abandonne le camp. Mais on laisse toutes les tentes et tous les feux allumés. Comme si on venait d'abandonner le camp. Comme si on venait de s'enfuir à la vue des Grecs. Les Grecs, ils arrivent. Hein? David Ameller qui a fait ça. Non, lui, il n'a pas fait exactement comme ça. Lui, il les a pris à revers. Mais tu as raison. Yehuda, il n'a pas inventé tout seul. Hein. Il puise de son histoire. Et donc, finalement, les mecs, ils arrivent, ils se disent « Ah, les Juifs, ils sont partis il y a 2 secondes, on va les poursuivre. » Ils demandent des renforts à Gorgias. Ils sont là, ils vont... 10 000 hommes. Et ils poursuivent Yehuda et ses hommes. Sauf que Yehuda et ses hommes, ils ne sont pas là-bas. Ils ont fait exprès. Et en fait, ils viennent attaquer le camp de Gorgias au lever du soleil. Les mecs ne sont pas prêts. Parce qu'ils pensent qu'en fait, l'armée, elle est là-bas. Et ils se font tous massacrer. Et on gagne encore une fois. Allô? Qu'est-ce qui se passe? 4e combat. Cette fois, c'est un général qu'on connaît peut-être un peu plus, qui s'appelle Nicanor. Et le combat de Nicanor, eh ben, on va le gagner encore une fois. Et c'est après ce combat-là que Yehuda, il arrive à Jérusalem et boum, Hanouka. Sauf que boum, Hanouka, non, pas boum, Hanouka, les gars. Yehuda Maccabi, il arrive le 3 qui se lève à Jérusalem. Il n'y a pas de combat à Jérusalem. Ils arrivent le 3 qui se lève. Pourquoi ils font Hanouka le 25 qui se lève? Ok, il faut nettoyer un peu le Beth Amikdash. Combien de temps ça prend de nettoyer le Beth Amikdash? Je rappelle que les Grecs, ce n'est pas les Romains.
Les Grecs, c'est pas les Babyloniens. Ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils l'ont rendu impur. Ils ont mis une statue de Zeus, Nachon. Alors on enlève la statue, on balaye, on fait joli. Combien de temps ça dure? 3 semaines. Pourquoi on a attendu le 25 qui se lève pour faire Hanoukat Amikdash? À votre avis? Pour faire l'huile d'olive, non? Non, ils n'ont pas refait l'huile d'olive. Au contraire, quand ils ont vu, c'était le 25 qui se lève, ils ont vu qu'il n'y avait qu'une seule fiole. Ils n'ont même pas cherché avant. Alors pourquoi le 25? Le temps de parler avec Hachem. Le temps de parler avec Hachem. Ouais, peut-être ça prend plus de temps. Alors d'abord, parler avec Hachem, c'est rapide, hein, a priori. Non, avec le... Ça, si tu as une bonne connexion, ça se passe. Deuxièmement, je te rappelle qu'à l'époque de Hanouka, il n'y a déjà plus de prophétie. Donc toi, tu peux parler. Moi aussi, je parle avec Dieu 3 fois par jour, mais j'attends la réponse encore. C'est-à-dire, Makara, on a attendu exprès le 25 qui se lève. Parce que le 25 qui se lève, c'est le jour où Antiochus, il a souillé le Beth Amikdash. Au tout début de la révolte. Pourquoi Antiochus, il a choisi le 25 qui se lève pour souiller le Beth Amikdash? Stam? C'était avant la guerre. Avant, c'est ce qui a un des éléments déclencheurs à la guerre, c'est quand Antiochus il est venu dans le Beth Amikdash, il a mis sa statue de Zeus. Et c'était quand? Le 25 qui se lève. Avant la guerre. Avant le début de la guerre. Ouais? 1 an, 2 ans, l'homme ça ne sait pas à partir de quel moment tu comptes. Mais un des éléments déclencheurs, c'est que Antiochus il a souillé le Beth Amikdash. Mais pourquoi il a fait ça le 25 qui se lève? Il aurait pu faire ça. Mais non, c'est très facile. Parce que ça faisait déjà des années que le 25 qui se lève, les Juifs, ils fêtaient Hanouka. Avant Hanouka. D'accord? L'inauguration du temple. Pour Arkodesh. Pas shoot. Il ne faut même pas aller chercher loin. C'était Hanouka. Mais quel Hanouka? La Hanouka du 2e temple. Oui, parce que les amis, nous on parle de Hanouka. Non! Lorsque le 2e temple a été construit, il a bien fallu faire une inauguration de ce Beth Amikdash Hachéni. C'était quand? Le 25 qui se lève. C'est marqué noir sur blanc dans le livre de Chagai. Chagai Hanavi. C'est lui qui a été le prophète au moment de la reconstruction du 2e temple. Et il a dit qu'il faut faire l'inauguration Bedvar Hashem le 25 qui se lève. Donc ça faisait déjà des années, des centaines d'années, enfin des centaines, 150 ans, qu'on faisait tous les ans le 25 qui se lève, Hanouka du Baït Sheni. Ah, Antiochus il a vu ça, il a dit c'est Dafka ce jour-là que moi je vais souiller le Beth Amikdash. Yehuda Maccabi il arrive, il dit tu vois c'est Dafka là on va l'arzir à Tara le Yoshna. Sauf que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit à Chagai qu'il fallait faire la Hanouka le 25 qui se lève? Mais parce que ça faisait depuis toujours qu'on faisait une fête le 25 qui se lève. Dans le premier temple. Ben oui, dans le 1er temple. Alors c'était pas la Hanouka du 1er temple. Parce que la Hanouka du 1er temple c'est le 7 Tishrei. C'est marqué dans le livre de Melachim. Mais il y avait une fête le 25 qui se lève. C'était quoi la fête? Une fête qui tournait autour de l'huile d'olive et des beignets. Non. Rosh Hashanah, le 25 qui se lève. Shavuot, le 25 qui se lève. On va pas les faire toutes, hein. Ok, Hanouka, mais c'est bon. Ah non, mais je te parle de Hanouka bien avant Hanouka. Alors c'est quoi? Hein, les quoi? Les amis, c'était Chag HaBikurim. Non. Vous allez me dire Chag HaBikurim, c'est Shavuot. Shavuot, c'est le moment où tu peux commencer à amener les Bikurim. Seulement, tu amènes 0 Bikurim à Shavuot, en vrai. Parce que d'abord, tes Bikurim, ils ne sont pas prêts à Shavuot à être amenés. Les Bikurim, c'est quoi? Vous vous rappelez? Les premiers fruits parmi les 5 fruits d'Israël. Nachon? Vous connaissez les 5 fruits d'Israël ou... Il y en a 7, mais le blé et l'orge, ils ne font pas partie des Bikurim. D'accord? Donc il reste 5, c'est quoi? Date, figue. Pourquoi les réponses viennent toujours du côté des filles? Je comprends pas. C'est ça. Date, figue, raisin, grenade, olive. Il y a fait merde. Maintenant, on va voir un petit peu vos connaissances en fruits. Tu vas pas amener des fruits au Beth Amikdash qui sont pas mûrs. On est d'accord? Les fruits que tu amènes au Beth Amikdash, il faut qu'ils soient mûrs. Donc, les raisins, c'est mûr quand? En été. Ok, en été. Donc très bien, tu vas pouvoir les amener quand? Soit en été, soit à Sukkot. Sukkot, c'est le moment où de toute façon je viens au Beth Amikdash, j'emmène mes raisins. Les grenades, c'est prêt quand? À Rosh Hashanah. Juste avant Sukkot. C'est cool, ça marche aussi. Les figues, c'est prêt quand? Aussi à Rosh Hashanah, c'est cool, Sukkot. Les dates, c'est bon en été, mais je peux les amener à Sukkot, maximum je le fais sécher, tout va bien. Seulement, il me reste mes olives. Et les olives, c'est pas prêt du tout à Sukkot.
Le Masik à Zeitim, tu vois les Arabes dans les champs d'oliviers qui vont récupérer les olives, ça se fait mi-novembre. C'est pas prêt en été, c'est pas prêt à Sukkot. Donc jusque quand tu peux amener les bikurim des Zeitim, Mishnah, Masechet Bikurim, Ad, Hanouka. Jusqu'au 25 qui sève. Alors évidemment, la Mishnah, elle a été écrite après Hanouka, donc elle appelle ça Hanouka. Mais on s'en fiche. Tu avais le droit d'amener à l'époque du premier temple les bikurim des olives jusqu'au 25 qui se lève. Et donc, forcément, tu vas faire une fête autour des olives. Ok, 2 secondes. Mais moi, je veux remonter plus ancien. Mais d'où ça vient, Bichlal, qu'on fait une fête le 25 qui se lève? C'est qui le premier qui a fait une fête le 25 qui se lève? Adam Arishon, Vadaï. Que Adam Arishon, il a fauté quand? Il a fauté à Rosh Hashanah. Et après sa faute, qu'est-ce qu'il a vu? Après Rosh Hashanah, après la faute, il a vu quoi? Eh bien, il a commencé à voir que la lumière commençait à s'éteindre dans le monde. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'automne. C'est vrai. Rosh Hashanah, Tishrei, c'est le début de l'automne. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les jours, ils raccourcissent. Il est arrivé, nous dit la Gemara, à Tkufat Tevet. Tkufat Tevet, c'est quoi? C'est le 21 décembre, le solstice d'hiver. Qui est en Memutsa, pour nous, le 25 qui se lève. Il a vu qu'il était au top de l'obscurité. Yashav Beta'anit Shlosha Yamim. 3 jours de jeûne. À cause de moi, le monde y revient tohu vavohu, terrible. Au bout de 3 jours, le 24 décembre, rigolez pas. Il a vu que non, en fait, la lumière, elle recommence. Yashav ve'asa mishte ve'simcha shmonat yamim, jusqu'au 1er janvier. Incroyable. Du 24 décembre au soir jusqu'au 1er janvier. Toute ressemblance avec un truc qu'on connaît serait purement fortuit et involontaire. Et la Gemara termine en disant Leshana acheret, il a dit qu'il fallait faire une fête. Et en fait, dans l'avenir, parce que tout le monde est les descendants d'Adam Arishon, nous, on a pris ça, c'est devenu Hanouka. Et les Goïm, ils ont pris ça et c'est devenu les Kalanda et les Saturnada à Rome. Qui deviendront plus tard Noël, Nouvel An, tout ça. On a le droit de faire le nouvel an. Hein? On a le droit de faire le nouvel an. Oui, bien sûr, tu dois fêter le Nouvel An tous les ans, Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est le Nouvel An, et tu dois fêter. C'est super important. Quoi? Mais lui, il n'a pas fêté le Nouvel An. Mais c'était pas le Nouvel An, c'est juste que nous, on appelle ça le 21 décembre. Lui, il savait pas ce que c'était décembre, Adam Rishon. Il ne sait pas le mot décembre. Mais nous, on sait. Nous, on sait, bien sûr. Ah, tu veux dire, je vais faire une fête? Ben, c'est pour ça que toi, on t'a fait Hanouka. C'est pas jusqu'au premier. Ah, non, c'est pas jusqu'au 1er janvier. C'est juste que nous, on a un calendrier qui est pas que solaire, il est aussi lunaire. C'est-à-dire, non, c'est complètement interdit de fêter le Nouvel An. Si tu veux souhaiter la bonne année au Goïm, ça t'as tout à fait le droit, fais Besséder Gamour. Si tu dis Darké Shalom, et puis non seulement Darké Shalom, mais en plus de ça, les Goïm, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi leur Dieu, même s'ils ne le savent pas tous. Donc, leur façon de percevoir le temps, il est aussi important pour eux. Donc, si tu veux leur dire Mazal Tov pour ta nouvelle année, Bekef. Mais quand nous, on vient et on prend le nouvel an chrétien et on en fait notre nouvel an, c'est un vrai problème. Rajoute à cela, je fais ma petite propagande. J'ai eu un jour une énorme dispute dans le WhatsApp familial. Je ne sais pas si vous avez un WhatsApp familial. On a tous des WhatsApp familiaux et on sait très bien que les disputes sont monnaie courante. Pas chez toi, Baruch Hashem. Eh bien, un jour, c'était il y a quelques années, il y a longtemps, j'étais en France, et pendant cette période-là, j'ai animé un stage de formation du mouvement de jeunesse qui s'appelle le DEJ. Je ne sais pas si vous connaissez le DEJ. Et bon, machin, et la soirée du Nouvel An, c'était un mercredi soir. Et mon frère, sur le groupe de la famille, il dit bonne fête à tous et Happy New Year, machin. Et moi, je réponds bon mercredi. Et là, il me marque t'es lourd, le rabbin et tout, machin, ça va, c'est le Nouvel An, on s'en fiche. Et je lui ai dit mais tu sais, c'est un vrai problème de fêter. Il m'a dit arrête avec tes trucs, moi c'est férié et tout, demain c'est férié, on peut rigoler avec les copains. Je dis oui, mais le problème c'est que ce Nouvel An dont tu parles, c'est aussi la Saint-Sylvestre. D'ailleurs en Israël, ils ne savent pas ce que c'est le Nouvel An, ils parlent de la Sylvester. Les amis, Sylvestre, c'est le premier pape de l'histoire qui a lancé les premiers pogroms contre le judaïsme. C'est-à-dire tout le sang qui a été versé
du judaïsme depuis le 3e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de Sylvestre, de la Saint-Sylvestre du Nouvel An. Les gars, on n'a pas le droit de fêter un truc comme ça. Ah gaffe, c'est pareil pour la Saint-Valentin, ce qui nous fait beaucoup de bien au niveau du porte-monnaie. Mais la Saint-Valentin, c'est quand même le pogrom de Strasbourg, de 1348. Les gars, on n'a pas le droit de participer à ça, c'est pas possible. Et mon frère, il me dit, non mais arrête, il n'y a que toi qui connais ces trucs d'histoire, personne ne connaît. Je dis, ok, bah maintenant tu connais. Le pogrom de Strasbourg. Il y a quoi? Quoi, à Strasbourg? Il y avait des juifs, il y a eu un pogrom, tu sais ce que c'est un pogrom? Ah bah alors demande-moi, c'est quoi un pogrom? Un pogrom, c'est lorsqu'il y a une attaque antisémite qui est autorisée par les autorités. C'est pas l'État qui le fait, mais les policiers, ils regardent, ils sont d'accord. C'est permis. C'est genre, ok, cool. Maintenant, c'était monnaie courante à l'époque en Europe. Des attaques antisémites où des fois c'était les policiers eux-mêmes qui faisaient. Tu sais, c'est pas compliqué. Tu sortais de l'église, t'allais taper un juif. 1, 2, 3, toute la communauté. Et donc les juifs, ils avaient l'habitude que pratiquement tous les dimanches, il y avait un pogrom. Maintenant, il y a un pogrom où on va juste briser une synagogue, où on va briser 2-3 magasins juifs. Puis il y en a où on va massacrer des juifs pour se faire du bien. Et donc en 1348, il y a eu le pogrom de Strasbourg pour la Saint-Valentin. Donc moi je te dis, ok, mais je ne savais pas tout ça, bah maintenant tu sais. Maintenant tu sais. On ne peut pas se permettre d'être ignorant de notre histoire. Ok? Quoi qu'il en soit, donc Adam Arishon est le premier à avoir fait Hanouka. Le premier à avoir allumé des bougies. La vérité, si on voulait aller encore plus loin, c'est qui le premier qui a allumé la lumière à Hanouka? En vrai, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez pourquoi? Non? Il y a Or C'est quoi? avec le tri des 6 jours. C'est-à-dire? Et genre, Les 6 jours, pourquoi? Quel rapport avec Hanouka? je sais pas, la lumière. Oui, mais pourquoi à Hanouka? Alors, il y a une dracha très sympathique qui nous dit que si tu regardes dans la Torah, le 25e mot du 3e verset, c'est la lumière. Le 25e mot du 3e verset, comme le 25e jour du 3e mois. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haita tohu vavohu ve'choshech al pene tehom ve'ruach Elohim merachefet al pene hamayim. Ve'yomer Elohim yehi or. Et c'est le 25e mot dans le 3e verset, qui est le 25e jour du 3e mois, la lumière, boum bam, Hanouka, on est content. Bon ben ça c'est beau. Yehuda Maccabi, il a allumé la menorah, c'est bien. Seulement, ça a continué après les combats. Il y a eu un 5e combat. Et dans ce 5e combat, je vous ai dit, les éléphants arrivent. Le frère de Yehuda Maccabi, Elazar, va se faire tuer, piétiner par un éléphant. Dans le Gouché de Sion, il y a un village qui s'appelle Elazar. C'est à son nom, parce que c'est là-bas que ça s'est passé. Après, il y a le 6e combat, on le perd. Après, il y a le 7e combat. Et le 8e combat, Yehuda Maccabi se fait tuer. Et c'est pas la fin de la guerre. Après que Yehuda meurt et que Elazar meurt, Yochanan, son autre frère, prend les commandes. Et il continue à faire la guerre pendant 4 ans. Et finalement, les Grecs font appel à un stratège militaire qui est aussi diplomate. Il s'appelle Tryphon Tournesol. Enfin, Tryphon tout court. Tournesol, c'est dans Tintin. Mais le mec s'appelle Tryphon. Ah, de là, il y a un rabbin qui va un jour s'appeler Rabbi Tarfon. Ouais, parce que l'influence grecque, ça vient aussi dans les noms. Antigonos Ishsocho. C'est un nom vachement juif, ça. Hein. Tu comprends l'influence, qu'est-ce que c'est l'assimilation? Tryphon, il vient, il dit à ce Yochanan, viens, on va faire la paix et tout, machin. Il le fait massacrer dès qu'il arrive. Et ça continue. Finalement, c'est Shimon, le frère de Yehuda, le plus jeune. Shimon Hashmonaï, c'est lui qui va finir la guerre en l'an moins 142. La guerre avait commencé en l'an moins 167. Des années et des années de guerre pour que finalement on gagne. Et qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'ils avaient? On n'avait rien. Maintenant, je vous invite à lire un livre fantastique que vous n'avez jamais entendu. Sefer HaMaccabim. Tu connais Sefer HaMaccabim? Toi, tu connais. C'est quoi Sefer HaMaccabim? Le livre des Maccabim qui a été écrit par qui? Qu'est-ce que les chrétiens? Les chrétiens, c'est eux qui l'ont gardé, t'as raison. Nous, on l'avait un peu oublié. Mais Sefer HaMaccabim, il a été écrit par les Maccabim. En l'occurrence, par Shimon Hashmonaï, le frère de Yehuda. C'est-à-dire, c'est le livre qui a été écrit pour raconter toute l'histoire de Hanouka par les mecs qui ont vécu l'histoire de Hanouka. Je me dis que si jamais tu voulais connaître l'histoire de Hanouka, bah, peut-être tu peux lire le livre. Dans n'importe quelle bibliothèque. Non, en français, je ne sais pas. En Israël, tu peux le trouver dans n'importe quel bon libraire. Alors, je te dis, il y a 4 tomes de Sefer HaMaccabim. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le Aleph, Bet, il parle de la guerre de Hanouka. Hein?
Peut-être il existe en français. Ah, tu dis, ils l'ont mis là-bas dans la Bible chrétienne? Ah, Echoliot. Je lis rarement la Bible chrétienne, mais... non, mais c'est très possible que tu aies raison. Parce que les chrétiens, ils avaient besoin de combler 500 ans d'histoire entre la fin de la névoie pour de nous et Jésus de chez eux. Donc ils ont mis tous les bouquins que nous, on avait écrits, qui n'étaient pas des bouquins tanachiques, mais ils ont mis quand même. Bekitsour, Sefer HaMakkabim, Aleph Bet, ça raconte l'histoire de Hanouka. Gimel, c'est très très lourd à lire. Et Dalet, c'est l'histoire de Hana et de ses 7 enfants. C'est-à-dire, Bekitsour, quand tu lis les discours de Yehuda Maccabi et de ses frères avant de partir au combat, c'est les plus grands Talmidei Chachamim de l'histoire. C'est les plus grands mecs pleins de Emouna qui soient. Les mecs, ils étaient à 1 contre 10 000. Et ils ont gagné. Pourquoi ils ont gagné? Bayami Mahem, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha de Hanouka? Bazman Azeh. Azanira, je ne veux pas m'éterniser trop, mais juste que vous compreniez ce qui s'est passé à Hanouka, et qu'on a dit, on a besoin de la petite fiole d'huile parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que je viens de vous raconter. Mais Bayami Mahem Bazman Azeh, aujourd'hui c'est pareil. Il y a des gens qui ne voient pas la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui nous arrive au quotidien. Depuis 75 ans dans l'État d'Israël, c'est absolument extraordinaire ce qui nous arrive. Akadosh Baruch Hu, il est à chaque seconde, on ne pourrait pas vivre ici. Et si je refais le même travail de ok les gars, 2 secondes, viens on s'arrête. Qu'est-ce qu'on avait nous? Qu'est-ce qu'ils avaient eux? Je te parle 1948, guerre d'indépendance, le début de la guerre contre les Arabes. Les amis, qu'est-ce qu'on avait nous? Qu'est-ce qu'ils avaient eux? D'abord, que les choses soient claires. Nous, on a une armée et eux, ils en ont 7. Il y a 7 pays arabes qui rentrent en guerre contre nous. Pas 5. Ok, il y a la Syrie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, ça c'est facile, c'est les 4 qui nous entourent. L'Irak. Non, l'Égypte, t'as déjà dit, tu peux pas faire 2 fois, ça marche pas. L'Irak, le Yémen et l'Arabie Saoudite. Ouais, ils se font plaisir, tous. Il y en a qui amènent leurs armées, il y en a qui amènent juste des munitions, il y a juste des armes et juste du matériel, il y en a qui amènent juste de l'argent, mais 7 pays sont officiellement en guerre contre nous. Les gars, Il y a le Maroc aussi qui avait ramené. le Maroc, ils ne sont pas officiellement, mais en sous-main. Tu sais, c'est comme quand ils battent l'Espagne, ils mettent un drapeau de la Palestine. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui arrive. Bekitsour, qu'est-ce qu'ils avaient eux et qu'est-ce qu'on avait nous? Alors attention 2 secondes. Vous savez, des fois dans une guerre, on a besoin de canons. Canons d'artillerie, tu sais, ça va tirer des gros machins. Vous savez combien on a de canons d'artillerie au début de la guerre d'indépendance, nous? 0. Non, on en a 5. On en a 5. C'est-à-dire qu'on n'a même pas un canon pour chaque pays. Attends, on a les canons, mais on n'a pas les munitions. Parce que on a les munitions, ils sont là, mais les canons, ils sont sur un bateau qui arrive, et les Anglais, ils interdisent que le bateau, il accoste. Il faut attendre que les Anglais s'en aillent. Donc on n'a même pas de quoi préparer. Et puis attends, il y a un autre problème. Parce que qu'est-ce qu'on avait nous? Qu'est-ce qu'ils avaient eux? Une guerre, ça se fait aussi maintenant dans les airs. Quel on avait un avion? On avait 0 plus 0 égale la tête à Toto. Au début de la guerre, on a 0 avion. Au début. Quand la guerre, 14 mai 48, 0 avion. On n'a pas non plus d'ailleurs de pilote. En même temps, pas d'avion, pas de pilote. Sauf que 3 semaines après le début de la guerre, il y a un mec, il est animé de sionisme, il s'appelle David Cohen. Ça ne s'invente pas. Il habite en Afrique du Sud. Il décide de prendre un bateau, machin, il vient en Israël, il fait l'Alia, il veut participer à la guerre d'indépendance. Et quand il arrive ici, il ne parle pas un mot d'hébreu, le mec. 0. Il parle en anglais, il est bronzé, il vient d'Afrique du Sud, il est pas sfarade, il est sfarade 3e dan. D'accord? Il est yéménite, le mec. Et il arrive, et il dit « Je suis pilote ». Et les mecs, ils lui disent « C'est gentil, pilote, mais nous, on n'a pas d'avion ». Sauf qu'en attendant, on a réussi à faire le casse du siècle. On a fait un deal de folie. On a réussi à acheter $200 pièce. 5, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 Messerschmitt. C'est quoi les Messerschmitt? C'est des avions que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient à la retraite. C'est les avions de la Première Guerre mondiale de l'armée allemande. Messerschmitt, c'est pas marocain. Bekitsour, on a 5 avions, $200 pièce, on n'a que 1 pilote. On est tout content, on dit à David Cohen, Yalla, prends ton avion, on lui a dessiné vite fait, au-dessus des croix allemandes, on lui a dessiné un Magen David. Yalla, premier avion de l'aviation israélienne. C'est parti, fais-toi plaisir. À ce moment-là,
il y a l'aviation égyptienne qui a envoyé 2 avions faire un raid au-dessus du village de Kfar Yona. Kfar Yona, c'est à côté de Netanya actuel, c'est en face du village de Tulkarem. Maintenant, à chaque fois, ils viennent, les avions égyptiens, ils bombardent Kfar Yona. Donc il y a 2 avions qui sont là, ils bombardent. Et là, tu as David Cohen. Il est comme un ouf. Il est là. Maintenant, aucun avion égyptien n'attend un avion israélien parce que tout le monde sait, il n'y en a pas. Et nous, les Israéliens, on sait tous qu'on n'a pas d'avion. Et là, David Cohen, il arrive. Il se met derrière le premier avion égyptien. Il est trop heureux. Il va participer à la guerre d'indépendance. Et il est là, il ajuste. Le mec, il est dans sa visée. Il tire 2 balles. Et la machine s'enraye. Bon, en même temps, voilà. Sauf qu'il a tiré 2 balles. Les Égyptiens, ils ont entendu quelqu'un qui leur tire dessus. Ils ont fait... Il passe derrière David Cohen. Et David Cohen, il ne sait pas quoi faire. Il regarde comme ça. Il y a une rafale qui passe. Il regarde. Il n'y a plus d'aile. Il y a une deuxième rafale qui passe. Il n'y a plus d'aile là-bas non plus. Et il se dit, c'est peut-être le bon moment pour commencer à sauter en parachute. Seulement, il regarde en bas et il voit que c'est le Tulkarem. Et il se dit que si je saute en parachute à Tulkarem, ils vont faire de moi un shawarma. Donc, non, je plane jusqu'à arriver au-dessus de Kfar Yona. Et là, je saute. Et effectivement, il arrive à planer et il arrive au-dessus de Kfar Yona, il saute. Et là, il est dans son parachute. Et il descend. Et il se dit, je suis quand même trop content. C'est vrai que j'ai pas vraiment réussi à les battre, les Égyptiens, mais au moins, on leur a montré qu'on était là, hein, on n'est pas... Allô. Et il descend. Maintenant, il descend, mais je sais pas si tu t'imagines, le mec, il est là, il est heureux, il est bien. Et puis, il voit tous les mecs de Kfar Yona qui viennent l'accueillir. Ah, qu'est-ce qu'il est content. Seulement, plus il descend, tu sais, les villages, ils grossissent. Et puis, il se rend compte qu'ils n'ont pas l'air accueillants. Si, très juifs, mais pas accueillants du tout. Et puis, ils sont venus avec des battes de baseball, avec des fourches, avec des machins. Je voudrais vous rappeler un truc. David Cohen, d'abord, il ne parle pas un mot d'hébreu et il ressemble à tout sauf un Ashkénaze. Et je vous rappelle aussi que pour tous les juifs de l'État d'Israël, une chose est sûre, on n'a pas d'avion. Donc il voit un mec sauter d'un avion qui n'a pas vraiment battu les Égyptiens, hein, d'accord. Il saute d'un avion et il est tout... Donc il pense que c'est un Égyptien. Et donc quand il se pose, tu as tout le village qui arrive et qui commence à le taper. Et le mec, il est là, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas leur dire « I'm a Jew, I'm a Jew ». Il dit rien du tout. « Jew, tu donneras l'autre Jew si tu veux », mais là, il ne sait pas quoi faire. Et là, tu sais, des fois, quand tu as ta vie qui est en danger, tu as des éclairs de génie. Et David Cohen, il a un éclair de génie. Il se dit « Je vais dire la formule magique ». Et il crie « C'est schéma, toi, t'es religieux. » Schéma. Pas du tout. Après, il va dire avec l'accent anglais, il va dire « Shema, Rishwell ». Ils ne vont pas comprendre. Non, pas du tout. Il crie, et tout le monde le tape dessus, il dit « Gefilte fish !» Et les mecs, ils se disent « Ah !» Eh oui, parce qu'à l'époque, c'était les Ashkénazis, Kfar Yona, qu'est-ce que je te dise? Les amis, qu'est-ce qu'on avait nous, et qu'est-ce qu'ils ont eux? De quoi on parle? En bataille, vous avez entendu parler de la ville de Tzfat? Extraordinaire, Tzfat. Les combats de Tzfat. Mais vas-y, mais laisse tomber les combats de Tzfat en 48, c'est de la folie. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas possible ce qui se passe. Comment on a pris la ville de Tzfat? Vous savez comment on a pris Tzfat? Nachon? À Tzfat, il y avait les gens de Tzfat. Il y avait 1200 juifs à Tzfat. 1200. Et il y avait 12 000 arabes. Les juifs de Tzfat, c'était des gens qui étaient du Yishuv Hayashan. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient en général tous en train d'étudier la Torah. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Les mecs, ils n'avaient jamais vu une arme de leur vie. Quand les Anglais ils s'en vont, ils disent aux mecs de Tzfat, venez avec nous, on va vous emmener à Haïfa parce que dès qu'on part, les Arabes ils vont vous massacrer. Et les mecs ils disent non, on reste. Et ils font appel à une unité du Palmar. Et il y a une unité du Palmar, des soldats de folie qui arrivent les aider. Ils sont plus 1200 maintenant, grâce au Palmar, ils sont 1238. Et les combats commencent. Et on se fait dérouiller. Et complètement. Et, on tient 2 jours et il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de rien, on ne sait plus quoi faire. Alors à ce moment-là, les mecs du Palmar, ils disent on a une seule chance. L'arme secrète. Vas-y. Vous êtes religieux ici. Ils font tirer le canon qui s'appelle la Davidka. Maintenant, le canon qui s'appelle la Davidka, c'est un canon qui fait un bruit de malade, mais c'est tout. Non seulement c'est pas précis, ça explose une fois sur 36, laisse tomber, c'est un canon qui sert à rien, mais c'est tout ce qu'on a. On tire la Davidka. Et ça fait un bruit de folie. Toute la nuit, ils font tirer. Et le lendemain matin, le Kadosh Baruch Hu, il fait un miracle. On est en juin. Et Dieu, il fait le Maboul. Il pleut. Mais il pleut.
Et à ce moment-là, tu sais ce qui se passe? En 3 heures, il n'y a plus un arabe à Tzfat. Ils sont tous barrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, oh, mais ça on connaît. Ça on connaît. Il y a 3 ans. On a vu ça. Il y a 3 ans à Hiroshima, les Américains, ils ont balancé un truc, ça a fait un bruit de folie. Et le lendemain matin, il y a eu des pluies diluviennes. La bombe atomique. On n'avait pas d'avion avec mon bateau. T'as vu? En 3 heures, les Arabes, ils font passer le mot que les Juifs, ils ont la bombe atomique, il n'y a plus un seul Arabe à Tzfat. À côté de Tzfat, il y a un village qui s'appelle Biria. Biria, à côté de Tzfat. Maintenant, il y a un village qui s'appelle Biria, il y a plein d'Arabes. Et il y a un plus petit village qui s'appelle Ein Zetoun. Maintenant, il y a un groupe du Palmar qui arrive, ils sont 100 mecs. Ils disent, bon, notre mission, c'est de prendre Biria et Ein Zetoun. Comment on fait? Bon, on va pas pouvoir faire 50-50, parce qu'on ne sera pas assez sinon. Donc, on va emmener pratiquement tout le monde à Ein Zetoun. On va se faire le village de Ein Zetoun. Et ensuite, on s'en va à Biria. OK? Maintenant, on ne va pas quand même laisser personne devant Biria. Donc on laisse une kita, 7 hommes. 7 hommes à regarder le village de Biria. Et tous les autres, ils vont à Ein Zetoun. Seulement quoi? Le lendemain, les mecs de Biria, ils nous voient. Ils nous ont vus, nos 7 hommes. Et donc les 7 hommes qui sont commandés par un mec qui s'appelle Green, Moïse les Green, ben, il a 3 solutions. Soit il court rejoindre les mecs à Ein Zetoun, soit il court rejoindre les mecs à Ein Zetoun, soit il court. Il n'a pas de radio, il ne peut pas dire les gars venez m'aider, rien du tout. Alors il prend une autre décision. Il dit non, nous on va courir à Biria. Et on va se les faire. Et il court à Biria. Avec 7 mecs, enfin 6 mecs et lui. Et ils arrivent à Biria, ils tirent 2-3 coups. Et tout le village, drapeau blanc. Parce qu'ils se disent c'est quand même pas possible qu'ils arrivent à 7. C'est sûr, c'est des éclaireurs et ils sont 300 000 derrière. C'est pas possible. Comme l'histoire de Chevron avec le Rav Goren. Que Chevron, mais ça c'est en 67. Nachon, au d'abord, le Rav Goren tout seul, il a libéré Chevron, tout seul. Truc de ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient eux et qu'est-ce qu'on avait nous? Nous, on avait Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Sauf que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, mais il y a un truc qu'il ne peut pas faire à notre place. C'est faire notre boulot. Et pour qu'on réussisse à faire notre boulot, à être qui on est, il faut une chose. Ne pas avoir peur de qui on est. Et être fier de qui on est. Vous avez entendu parler d'Avraham Avinu? À un moment donné, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse. Tu auras une descendance de folie. Brit ben Abetarim. Nachon? Dans cette Brit ben Abetarim, vous connaissez l'histoire. Il y a marqué Vayotse oto achutza. Dieu, il l'a sorti. Et il lui a dit Habetna hashamayma. Uspor hakochavim. Im tuchal lispor otam. Ko yeh zaracha. Vous connaissez l'histoire? Qu'Avraham, Dieu, il lui a dit regarde les étoiles dans le ciel. Vous connaissez ou pas? Dites-moi, moi je vais poser une question qu'on ne vous a jamais posée. Il en a vu combien des étoiles? Parce que Dieu lui a dit compte les étoiles. Et regarde combien tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Combien d'étoiles il a vu? Combien il a compté? Dieu il lui a dit compte. Combien il a vu? Allez, balancez un chiffre, à la louche. Alors il a dit il n'y a pas de nombre. Il a vu beaucoup, pas beaucoup, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout? Énormément. Les amis, il y a un livre que je vous conseille. Moi j'ai reçu de mes maîtres, ceux qui ont été mes élèves l'année dernière, il y a 2 ans et 3 ans, ils le savent, que je dis tout le temps que si tu veux savoir ce que la Torah elle dit sur un sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Lis la Torah. Les amis, il faut juste lire le texte. Vous savez combien d'étoiles il a vu? Il en a vu 0. Vous savez pourquoi il a vu 0 étoile, Abraham? Parce que c'est la journée. C'est marqué dans la Torah. Le verset d'après. Le verset d'après, il y a marqué Vayehi Hashem esh lavo. Le verset d'après, il y a marqué que le soleil s'est couché. Donc ça veut dire qu'avant, si après il y a marqué le soleil s'est couché, ça veut dire qu'avant, le soleil ne s'est pas couché. Donc si le soleil ne s'est pas couché, il fait jour. Et s'il fait jour, Abraham il a vu combien d'étoiles? 0. Enfin si, il en a vu une, le soleil. Nous dit le Kliyakar, Rabbi Ephraim Lutzitch, il y a 500 ans. Il dit, t'as compris l'histoire de Brit ben Abetarim? Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, sors et regarde les étoiles du ciel. Ce que tu peux voir, ce sera ton peuple. Et Abraham, qu'est-ce qu'il voit? Je te fais le texte. Il a dit à Abraham, mais je ne vois pas d'étoiles. Il dit, ah ouais? T'en as pas une grosse là? Ah oui, bah c'est le soleil. Nachon, ko yeh zaracha. À toi de voir. Est-ce que tu te vois comme étant une étoile qui scintille dans la nuit ou est-ce que tu te vois comme étant soleil? Est-ce que tu te vois comme étant un petit mec qui est au bon vouloir de la lumière des autres ou est-ce que c'est toi qui amène la lumière?
La seule question, c'est de savoir est-ce que tu te vois soleil ou est-ce que tu te vois nuit. Vous vous rappelez à l'époque des explorateurs? Ils sont revenus, ils ont dit on était à leurs yeux comme des sauterelles. Vekach haynu be'enehem. Ben oui, si tu te vois comme une sauterelle, les gens ils vont te voir comme une sauterelle. Il y avait un des rabbins, première année où j'étais en Israël, j'étais au Machon Meir, et il y a celui qui est le Hav Bait là-bas au Machon Meir, il s'appelle le Rav Dani Shar Khatoum, et il disait tout le temps, quoi il est plus là? Il est là, bien sûr, il est là. Ah oui, Rabden. Dani. À l'époque c'était Dani juste, mais Dani. Mais Kitsour, il nous disait tout le temps, je vous le dis en hébreu, Mi shechoshev et atzmo smartut, osim mimeno sponja. Celui qui se prend pour une serpillière, on passe à serpillière avec lui. Les amis, Hanouka, Yehuda Maccabi, il sait que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. N'oubliez pas les paroles de son père. Matityahu Cohen, Mi Lachem Elai. C'était les paroles de Moshe Rabbeinu, dans le Vaudor, Mi Lachem Elai. Yehuda, il sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Maintenant, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a Akadosh Baruch Hu. Alors tu vas me dire, ça suffit pas, on ne peut pas se fier au miracle. Nahon, ça suffit pas, c'est pour ça que Mordechai, que Yehuda Maccabi, il a fait des tactiques, il a fait des trucs. Et c'est ça qui fait que ça marche. Et c'est ça qui fait que nous, on réussit depuis tellement d'années, depuis 4000 ans. Hanouka, c'est la fête où on doit savoir ce qui s'est passé pour savoir qui on est. Et vous vous rappelez, je ne peux pas ne pas le dire, on est obligé. Jusqu'à maintenant, j'ai des trucs que tu n'avais pas entendus. C'est bon, je peux balancer un autre truc que tu as entendu. On a dit, tout ça, c'est bien beau. Mais le truc principal de Hanouka, on a dit, c'est l'allumage des bougies. Et je vous ai dit en début de cours que ce n'était pas l'important, le miracle de la petite fiole d'huile. Alors que les choses soient bien claires. Je sais qu'on vous a dit l'inverse. Je sais qu'on vous a déjà dit que ce n'était pas ça. Je suis désolé, je vais vous amener des arguments de ce que je dis. On a le droit de ne pas être d'accord à Kol Tov. Mais moi, j'ai envie de vous dire que l'allumage des bougies n'a absolument rien à voir avec Nespach Hashemen. Que l'allumage que nous, on fait des bougies de Hanouka n'est pas en souvenir de la petite fiole d'huile. Parce que, la petite fiole d'huile, c'est la menorah au Beth Amikdash. Quel rapport toi t'allumes devant ta porte? Que la menorah, c'est 7 kanim tous les jours. Pourquoi toi t'allumes 1, 2, 3, quel rapport? Que l'allumage de la menorah, c'est Dafka avec Shemen Zahit. La Hanoukia, tu peux l'allumer avec tout ce que tu veux. Et Dafka vaut peut-être mieux l'allumer avec quelque chose Alpi Alacha. Nous, on le fait pas. Parce que nous, on fait Alpi Kabbalah. Alors, on allume tous avec de l'huile d'olive. Mais en vrai, d'après la Alacha, il faut allumer avec ce qui fait la plus belle lumière. Une bougie en cire, ça fait une plus belle lumière qu'une huile d'olive. Donc il faudrait halachiquement allumer avec une bougie en cire. Mais nous on le fait à Alpi Kabbalah, parce qu'on veut relier ça à la menorah du Beth Amikdash, à Kol Tov. Mais donc tu vois bien que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et puis la menorah du Beth Amikdash, c'est tous les jours. Pourquoi toi t'allumes juste pendant 8 jours? Et puis Bichlal, le miracle qu'il y a eu dans la menorah du Beth Amikdash, c'était combien de jours? 7. 7, parce que le premier, c'était pas un miracle. Après t'allumes 8 jours. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir. La Gemara, elle pose la question. Parce que avant d'allumer tes bougies, tu sais que tu vas faire une bracha, nachon? Baruch ata Hashem, Eloked melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav etzivanu להדליק נר חנוכה. La Gemara, elle pose la question à Maseret Shabbat, à la page 23. Ve'echan tzivanu. Qui nous a ordonné? Qui nous a ordonné? Tu dis, ok, tu vas dire, qui nous a ordonné d'allumer? Qui? Bah, d'où ça vient, l'allumage des bougies de Hanouka? Quel chachamim? Chachamim. Nachon, c'est la première raison de la Gemara. Rav Avuya Omer, Milot Asur. Mazel Lot Asur, il y a un verset dans la Torah qui dit Lot Asur, Asher Yagidu Lecha Yamin Usmol. C'est-à-dire que les rabbins, tu dois les écouter. Il y a une mitzvah de la Torah d'écouter les rabbins. Donc il y a un. Comme le bassar et le. Quoi, le bassar et Le gvina. C'est marqué dans la Torah, ça. Oui, mais c'est. L'autre vachel Gedi Bechelevimo. Ah, c'est-à-dire, tu dis les explications avec de Chachamim. Mais la mitzvah en elle-même, elle vient déjà de la Torah. Mais par exemple, le fait de lire la Megillah, c'est mis des rabbanan. C'est-à-dire, donc les rabbins, ils ont le droit de nous faire des mitzvot à nous. Et toi, tu dois les écouter, à Kol Tov. Mais c'est quel rabbin? On ne sait pas. C'est-à-dire, on ne sait pas quels sont les rabbins qui ont décrété l'allumage des bougies. Il y a certainement un rabbin un jour qui a dit d'allumer. Alors, là, allume. Sauf que la Gemara, elle n'est pas à 100% de cette réponse-là, donc elle donne une autre réponse. Rav Nechemia Amar, Sha'al avicha veyagetra, zakenecha veyomrulach. Un autre verset qui dit quoi? Demande à ton père. Genre, ton père, il a allumé? Bah allume. Genre c'est un minag. C'est qui le premier papa à avoir allumé? Je sais pas, mais yallah, allume, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est bénie après. C'est quoi ces alakhot devant la porte? Les alakhot, alors t'as une liste de folie. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, il faut allumer. Et comment, et truc, et à cette taille-là, et ces machins, et à droite, et à gauche, et mais on sait pas d'où ça vient.
Tout le monde le fait, on sait pas d'où ça vient. C'est fou quand même. C'est sérieux quand même, ça. Ah, c'est grave sérieux. C'est au moins depuis l'époque de Tanaïm. C'est quoi? Je veux bien que ce soit à l'époque des Tanaïm. Si tu me dis que c'est à l'époque des Tanaïm, C'est écrit dans l'Agma, donc ça veut dire que c'était forcément avant. ah, non, ça c'est sûr que tu as raison. Donc ça peut venir déjà même aux Amoraïm. Mais ça veut dire que si tu me dis c'est à l'époque des Tanaïm, ça veut dire que c'est arrivé 300 ans après Hanouka? Au minimum, quoi. Non, mais ils ont fait quoi pendant les 300 ans entre-temps? Non, moi je pense que ça s'est passé avant que les Danaïm. J'imagine que c'était plus proche de Hanouka. Mais c'est quand même ouf qu'on nous dise pas d'où ça vient. C'est le truc principal de Hanouka que nous on fait. D'où ça vient? Il y a une autre mitzvah à Hanouka, c'est le Hallel. Ron, tu veux dire le Hallel à Hanouka? Ça on sait d'où ça vient. C'est sa mère. Et quoi, le Hallel? Eh ben l'allumage des bougies, c'est pas sa mère? Tous les jours de. Quoi? C'est pas sa mère l'allumage des bougies? Sa mère! Ambiance, tu mets de la musique et tout, t'es content? Les beignets et tout, bien sûr. Ouais, il y en a qui font Hallel par rapport parce que c'est sa mère. Mais tu as raison. Mais je te dis juste que l'allumage des bougies aussi, c'est sa mère. Ah, ok. Ok? Célèbre quelque chose. Comme Yom Ha'atzmaut, Mais il n'y a pas de problème. Mais qui a décrété qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka? Nous, on sait. C'est clairement dit. Dans la Gemara. Dans le traité de Psachim. À la page 117. C'est Moshe Rabbeinu qui a décrété qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka. donc c'est Moshe qui a fait Hanouka. Ça te dérange pas? Que Moshe Rabbeinu, 1500 ans avant Hanouka, il a dit qu'il fallait dire le Hallel à Hanouka. Ça veut dire que le gars qui a inventé Hanouka, il devait être avant Moshe. On dit Hanouka, c'est depuis le Kadosh Baruch Hu. Ouais, non, mais là je te parle de Hanouka de chez nous. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, quand ils ont passé la mer Rouge, il a rassemblé tout le monde et ils ont dit, Moshe, Aaron et Myriam, ils ont dit au peuple juif, Tov les gars, vous avez vu ce qui nous est arrivé? C'est génial. Dès qu'il arrivera à vos enfants, à vos petits-enfants, vos enfants, la même chose qu'à nous, qu'il y aura la Géoula, vous leur direz de dire le Hallel. Ça, c'est Moshe qui nous dit. Rashi, il la marque là-bas, comme Hanouka. C'est-à-dire qu'en fait, les rabbins de Hanouka, quand ils ont vu ce qui leur est arrivé, qu'ils ont enfin réussi à se libérer des Grecs, ils ont dit, bah voilà, Moshe il nous a dit, quand il y a ça, on fait le Hallel, boum, on fait le Hallel. Alors pourquoi il y a Matzot et Machloket? Il n'y a pas de marloquette. Le grand rabbinat d'Israël a dit, il faut dire le Hallel. Le Yosef, il a dit que c'est la malédiction. Absolument pas. Le Rav Yosef, ça c'est autre chose. C'est pas une- Ça c'est autre chose. C'est parce que le Rav Yosef, il a un problème de dire est-ce qu'on est Mevarech al Minagim ou est-ce qu'on n'est pas Mevarech al Minagim. C'est pas un minag, Alors c'est pas un minag, c'est pour ça que le Rav Yosef, il va changer entre le moment où il est Rishon et Tzion et le moment où il est plus Rishon et Tzion. Quand il est Rishon et Tzion, il fait la bracha, il fait le Hallel avec la bracha. Quand il est plus Rishon et Tzion, il dit moi je suis possède que c'est comme le Hallel de Rosh Chodesh et que donc on fait pas la bracha dessus. Bon, après, c'est un problème technique de est-ce que dans ta Mizrach, on est Mevarchim al Minagim ou pas. On le fait. Mais on le fait. C'est vrai qu'on le fait. Donc, et c'est les mêmes raisons qui sont invoquées. Donc, si tu veux, le Hallel, c'était clair pourquoi on devait le faire. L'allumage des bougies, on ne sait pas. Eh bien, les amis, il est temps de savoir pourquoi on allume les bougies. C'est peut-être la plus belle réponse de l'histoire. Elle n'est pas marquée dans la Gemara. Elle n'est pas marquée Bichlal au Bet Midrash. Et pourtant, c'est la plus belle réponse qui soit. D'où ça vient l'allumage des bougies de Hanouka? C'est marqué dans le livre de Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, dans le livre qui s'appelle Les Antiquités des Juifs. 100 ans après Hanouka, c'est le premier historien du peuple juif, c'est un descendant des Hashmonaïm. Il écrit un livre d'histoire et il écrit comme ça. Qu'à l'époque de Hanouka, il y avait des xérotes, vous les connaissez. Une de ces xérotes, c'était quoi? La Brit Mila. Maintenant, il y a des Juifs qui voulaient quand même faire la Brit Mila. Alors comment on fait pour prévenir tout le monde qu'il y aura une Brit? Eh bien, il dit, c'est pas compliqué. Les Juifs qui avaient un bébé, le premier soir où le bébé était né, ils mettaient une lumière devant la porte. Et deuxième soir, une deuxième. Troisième. Et quand les gens ils voyaient 8 bougies, c'est avec demain matin, il y a une brite. Et Flavius Joseph, il raconte que les gens, ils ont continué le minag après la guerre. Parce que le minag, à l'époque de la guerre, c'était à chaque fois qu'il y a un bébé. C'est pas Dafka pendant Hanouka. Mais après la guerre, une fois que la fête de Hanouka a été instaurée, ils ont continué ce minag-là. Un minag extraordinaire. C'est quoi l'allumage des bougies? C'est le fait que tu viennes dire Am Israël, il est toujours là. C'est quoi la Brit Mila? Tu fais rentrer un nouveau petit juif dans le peuple juif. Et c'est peut-être pour ça que l'allumage des bougies de Hanouka, c'est la mitzvah la plus mitzvatée de tout le peuple juif. Tout le monde l'allume. Tu connais une autre mitzvah où tous les juifs religieux, pas religieux, ultra pas religieux, ils la font? Et non seulement ils la font, mais ils la font tous Mehadrin, Mina Mehadrin. Non, à l'époque où ils le faisaient, ils ont fait pendant toute la période, dès qu'il y avait un bébé qui naissait. Mais après, une fois que la fête a été mise en place, que la guerre était terminée, qu'on pouvait faire des britotes normales, alors ils ont gardé ce minag-là juste pendant la fête, en souvenir de la fête. Parce qu'on n'était plus obligé de maintenant mettre une lumière, on pouvait faire la brite normale.
Mais le minag, ils l'ont gardé pour la fête. C'est-à-dire que l'allumage des bougies, c'est le minag le plus juif qui soit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça qu'on dit. Parce que qu'est-ce qui t'a poussé à sortir en guerre? Qu'est-ce qui t'a poussé à être fier de qui tu es? Eh bien, c'est l'éducation que tu as reçue de tes parents à la maison. Où est-ce que tu allumes la Hanoukia? Certainement pas à la fenêtre. Où est-ce qu'on allume d'après la halakha? Devant la porte. Pourquoi? Hein? Pourquoi tzitzit? Tu mets des tzitzit? Non, mais nous on pète le tzitzit. Ah, nous on est avec le tzitzit. Azov, nous on est avec le tzitzit. Tu mets ta Hanoukia devant la porte de la maison. Tu as raison de dire la mezouza. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire, tu veux montrer, tu mets une lumière sur le produit qui a marché. Tu sais, quand tu es au super et qu'ils veulent faire une pub, ils mettent une lumière, un spot sur le produit en promo. Là, c'est quoi le produit qui a marché? C'est la maison d'Israël. La maison juive, elle a marché. C'est ça qui a créé des nouveaux juifs qui étaient prêts à se lever pour leur identité. Et donc toi, tous les Hanouka, tu viens et tu mets une lumière devant la maison juive. Ça va montrer ici, il y a une maison d'Israël. Et on n'est pas prêt à abandonner notre identité. Dans les appartements. Après, tu poses un problème technique. J'habite dans un immeuble, c'est un appartement et j'habite au 22e étage et que je suis le seul sur mon palier. Donc, si je le mets devant, je ne peux pas faire Pirso Ménissa. Donc, je le fais à la fenêtre. Ah oui, mais attention, j'ai pas de vis-à-vis. Alors, si j'ai pas de vis-à-vis et que je suis au 22e et que personne va voir, alors je le mets où? Je le mets en bas de l'immeuble. Bah oui. Si t'as personne qui va voir, faut que tu mettes un endroit où les gens ils vont voir. Si t'habites en France. Si t'habites en France. Ah, la Gemara elle te dit, si t'as peur des goyim, tu le mets à l'intérieur, alors soit à la fenêtre, et si t'as vraiment peur, dans le salon. Mais c'est si t'as peur, c'est pas un idéal. C'est ça? Oui? Il y a un truc que tu avais dit, ils sont arrivés à Jérusalem le 3 Tout à fait. mais qu'ils ont attendu Le 25. pour inaugurer. Exactement. Mais du coup, ils se sont foutus pendant ces 3 semaines, pourquoi ils ont tous réalisé qu'il manquait d'huile? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont nettoyé, d'abord, ils ont tout mis en place. Deuxièmement, je te rappelle qu'il y a encore une guerre qui se balade un petit peu dans le reste du pays. Et puis, ils n'ont pas encore commencé à prendre les huiles. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore en train de s'occuper de la avoda. Non, mais tu comprends le truc, c'est-à-dire comment ça se fait que genre, on a l'impression qu'un jour il se réveille, il a tiens, il manque de l'huile. Et pourquoi genre, Au moment où ils ont commencé à préparer la avoda, la avoda, c'est le service, c'est la veille de l'inauguration. Ils disent, oh les gars, on va dans le... Parce qu'ils savaient qu'il y avait de l'huile. Donc ils sont rentrés dans le Lishkat Hashmanim. Ils ont vu qu'il y avait plein d'huile, mais elle était ouverte. Non, mais tu comprends pas. Tu dis, ils auraient dû vérifier avant. Non, c'est pas ça, la question que je te dis. Alors c'est quoi? Là, n'empêche pas l'autre, il faut faire les deux en parallèle. Oui, je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Peut-être qu'ils avaient piscine. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos. Ce que je sais pas, enfin ce qui est pas marqué, je sais pas quoi. C'est-à-dire, je sais pas. C'est une bonne question. En tout cas, la fête de Hanouka, c'est la fête où on a non seulement pris clairement fait et cause pour notre identité, on n'a pas laissé les Grecs nous faire devenir Grecs, et on a compris que ce qu'on avait nous, ce que vous avez eux, il y a un sarkhan, il y a un joueur avec nous, que si tu le mets dedans, dans l'équation, alors forcément tu gagnes. Et c'est ça qu'on fait ici à Hanouka, comprendre quelle est notre identité. Bayami Mahem, Bazman Azeh, les pizzas sont arrivées, donc Chag Sameach, les Koulam. Oui, s'il y a des questions, c'est parti. Ouais. Et donc il y a des halakhot sur le minag. Vadaï, parce qu'un minag il devient une halakha. Un minag qui a été accepté par le peuple juif, ça devient halakha. C'est obligé d'allumer. Ouais, aujourd'hui c'est obligé d'allumer les bougies. Avec toutes les halakhot qui vont avec. À la base, non. Nachon. Ok? Tov, Chazak ou Baruch. Oui, attends. Bah, évidemment. Allel. Ok, mais le halal, on fait tout le temps. Bah, on fait tout le temps? Non, stable, c'est-à-dire. Ah non, madame, je suis désolé de te contredire. D'abord, tous les mois, tu fais pas le Hallel, parce que le Hallel de Rosh Chodesh, c'est pas le Hallel. C'est un Keilou Hallel, genre Hallel. Le Hallel, tu ne le fais que Bemapalatan Shel Malchut. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait les Goïm qui étaient les patrons du Ham Israël, et qu'on a réussi à se défaire de l'emprise des Goïm, et qu'on devient nous-mêmes une Malchut. C'est pour ça qu'on le dit à Pessah, ou alors dans ses variantes Shavuot et Sukkot qui sont aussi Pessah. On le dit à Hanouka et on le dit à Yom Ha'atzmaut. Maintenant, c'est pour ça que tu ne le dis pas à Purim. Parce qu'à Purim, c'était toujours Achashverosh le patron à la fin. D'accord? Donc Alel ici, mais Alel. Et ben voilà, tu as la Kavana maintenant. Par exemple,
appeler ça.